Tu es à bord d'un engin se déplaçant rapidement à travers l'univers en ligne droite, sans virage ni pause. Les mois s'écoulent, et l'immensité cosmique semble interminable. Et alors, une surprise qui va à l'encontre de toute raison. Une lumière connue s'avance. Il ne tarde pas à identifier, c'est la Terre. Le parcours était linéaire, mais d'une façon ou d'une autre, le point de départ refait surface. Cela ne devrait pas être faisable, mais peut-être que, justement, si. La configuration de l'univers pourrait ne pas correspondre à ce que la majorité en a imaginé. Plutôt que d'envisager un espace infini qui se prolonge sans fin dans tous les sens, quelques modèles suggèrent une alternative plus raffinée. Un univers auto-référentiel. À l'instar de la surface terrestre qui permet de faire le tour du monde sans rencontrer de limites, l'univers pourrait présenter une courbure et une connexion à des dimensions cosmiques. Dans ce genre de géométrie, l'idée de bord s'efface. Tu peux toujours progresser et retourner au point initial, non pas parce que tu as tourné ou effectué un virage, mais parce que l'espace se reconnecte. Des structures comme le tore, qui a une forme analogue à celle d'un beignet, ou des constructions polyédriques telles que le dodécaèdre, permettent précisément de réaliser cela. Ce n'est pas une œuvre de science-fiction, c'est des mathématiques mises en pratique. Il est étrange que cette caractéristique ne nécessite pas un univers de petite taille. Il peut être colossal, mais tout de même fini et dépourvu de bord. La lumière émise par une galaxie distante peut tourner et retourner, produisant des répliques visibles d'un même objet céleste. Cela remet en question notre conception de l'infini, car malgré son apparente illimitée, l'univers pourrait être cyclique, ou plutôt, nous induire en erreur. Il n'y aurait pas de signe indiquant qu'on se rapproche de la fin. Aucun signe ne laisserait présager une transition. À l'instar d'un jeu traditionnel où un personnage se déplace de l'un côté de l'écran à l'autre, le cosmos peut être infini. Cependant, il n'est pas question de graphique en 2 dimensions ici. C'est une réalité tridimensionnelle, dynamique, courbée et sans doute truffée d'embûches perceptuelles. Tout cela a des implications troublantes. Le ciel que nous scrutons peut refléter le même espace vu sous diverses perspectives. La même galaxie, le même amas, observé sous divers âges et angles. Qu'est-ce qui est véritable en fin de compte ? Serait-il envisageable de différencier une reproduction d'un original lorsque l'univers lui-même dissimule ses dimensions ? Bien que les instruments de recherche actuels ne permettent pas encore de cartographier entièrement l'univers, le concept d'un retour sans retour, d'une trajectoire qui renoue avec le point de départ, soulève un nouveau genre d'interrogation scientifique. Si cette géométrie est correcte, il ne suffit pas seulement de lever les yeux vers le ciel. Il est indispensable de saisir la manière dont il se replie sur lui-même. On a souvent l'habitude d'associer le terme « infini » à quelque chose qui ne prend jamais fin, à l'image d'un corridor interminable. Et si, contre toute attente, l'univers était fini, mais sans limite ? Cette notion défie notre sens commun, car nous avons été éduqués dès notre tendre enfance à comprendre que tout ce qui est complet possède une fin, un bord, une limite. Toutefois, les mathématiques et la physique contemporaine présentent une toute autre réalité. Un des exemples les plus évidents pour saisir cela se situe juste en dessous de nous, la croûte terrestre. Personne ne dirait qu'elle a une fin discernable. Tu as la capacité de marcher, de naviguer ou de voler en ligne droite sans fin, et tu finiras toujours par revenir à ton point de départ. Ce phénomène n'est pas dû au fait que la Terre soit sans limite, mais plutôt à sa nature courbée et finie. Appliquez cette logique aux 3 dimensions, et vous commencerez à comprendre comment l'univers peut être à la fois fini et sans limite. On désigne cette idée sous le terme « espace fini sans bordure ». C'est semblable à vivre dans une salle de miroir, où chaque orientation montre des reflets incessants d'elle-même. La distinction, lorsqu'il s'agit de cosmologie, réside dans le fait que les reflets ne sont pas des mirages optiques, mais plutôt des chemins authentiques de la lumière qui, après avoir parcouru d'immenses distances, retrouvent leur point de départ. Tout comme toi, la lumière a la capacité de parcourir l'univers. Le principal enjeu de cette hypothèse est de démontrer sa véracité. En effet, sans une limite perceptible,
comment différencier un univers fini d'un véritablement illimité? La solution pourrait être liée à la lumière d'objets éloignés, ou idéalement, à leur réplique. Si on observe la même galaxie à divers endroits du ciel, avec des âges distincts, cela pourrait indiquer que l'univers est en train de se courber sur lui-même. Ces configurations topologiques, qui offrent un espace sans limite, ne sont pas simplement des curiosités. Ces dernières détiennent des caractéristiques mathématiques robustes et figurent dans de multiples résolutions des équations de la relativité générale d'Einstein. Par ailleurs, la théorie de la gravité d'Einstein elle-même pave le chemin pour ce genre de disposition spatiale. Lorsque l'espace-temps se déforme, il peut aussi se relier de façon qui défie notre compréhension. Un autre aspect essentiel à considérer est que ce genre d'univers ne possède pas de face externe, rien ne le dépasse. La question, qu'est-ce qui se trouve au-delà de l'univers? Elle devient non valide dans un modèle topologiquement clos. Tout ce qui est présent se retrouve en lui-même, et tenter de concevoir quelque chose au-delà de cela revient à un poisson cherchant à appréhender ce qui se trouve hors de l'eau sans jamais quitter l'océan. L'une des énigmes les plus captivantes en cosmologie est le paradoxe d'un univers fini mais dénué de bords, nous contraint à renoncer à la conception traditionnelle de l'espace en tant que toile de fond fixe et illimitée. Au lieu de cela, une structure dynamique, fermée et dotée de caractéristiques qui défient même les scientifiques les plus chevronnés émergent. Et ce qui est le plus provocateur, c'est que même en vivant à l'intérieur, nous pourrions peut-être ne jamais être en mesure de l'observer entièrement. Plus de 2000 ans avant l'invention des télescopes, c'est dire, et des sondes cosmiques, les philosophes grecs avaient déjà le courage d'expliquer la structure de l'univers. Selon Aristote, l'univers était une sphère parfaite et finie, avec la Terre positionnée au centre de manière fixe. Des strates concentriques entouraient le Soleil, la Lune, les planètes et les étoiles fixes. Cette idée, bien que simple, révélait une profondeur conceptuelle. Pour Aristote, la forme de l'univers témoignait d'un ordre divin, où chaque chose occupait sa place. L'idée d'Aristote a prévalu dans la réflexion occidentale pendant presque 2 millénaires. Il ne s'agissait pas simplement d'une explication scientifique, mais d'une perspective sur la réalité. L'idée de centralité de l'humanité était renforcée par l'univers sphérique et hiérarchisé, qui semblait être entouré de sphères de perfection céleste. Toute autre hypothèse n'était pas uniquement douteuse d'un point de vue scientifique, elle était également périlleuse sur le plan philosophique. Cette entité cosmique conférait un sens à l'existence et au placement de la Terre dans le dessein divin. Cependant, au cours du XVIe siècle, Nicolas Copernic a renversé cet agencement cosmique. En positionnant le Soleil comme point central et la Terre en orbite, il a pavé la voie à une révolution dans la pensée. Ce n'était pas uniquement une question de repositionner des corps célestes, c'était l'effondrement d'un récit qui mettait l'être humain au cœur de tout. Le contour de l'univers, qui était autrefois un signe de stabilité et de signification, se transforme désormais en une énigme grandissante. Au cours du XVIIe siècle, Isaac Newton a apporté un concept novateur, un espace qui est à la fois infini, absolu et homogène. D'après sa perspective, l'univers ne possédait ni centre ni limite. C'était un espace infini où la gravité se comportait comme une force énigmatique connectant tous les éléments. Toutefois, un problème se posait. Si l'univers était réellement infini et immobile, toute la matière devrait s'effondrer en un unique point, à cause de son attraction réciproque. Newton a pris conscience de ce paradoxe, mais avec les moyens de son époque, il n'a pas réussi à le résoudre. Cette impasse a pavé la voie pour la révolution du XXe siècle. Quand Albert Einstein a introduit sa théorie de la relativité générale en 1915, le concept d'espace absolu de Newton a été supplanté par une idée nettement plus élaborée. À présent, l'espace et le temps ne se présentaient plus comme des contextes statiques où les événements se déroulaient, mais comme des entités évolutives, capables de se plier, de s'accroître et de se rétrécir en réaction à la matière et à l'énergie. Cette évolution a conduit les chercheurs à reconsidérer les modèles d'univers finis, basés désormais sur des équations solides. Le concept que l'univers pourrait connaître une expansion, puis, éventuellement, une contraction jusqu'à un Big Crunch est devenu une possibilité tangible.
Ainsi, même les théories anciennes d'un univers clos sont de nouveau discutées, à présent exprimées en termes mathématiques contemporains. De l'univers géocentrique d'Aristote à l'espace courbé d'Einstein, ce que nous percevons représente un changement radical dans notre façon de saisir l'univers. Chaque progrès, chaque révolution scientifique, modifie notre place dans l'univers, non seulement sur le plan physique, mais aussi conceptuel. Et la question de la forme véritable de l'univers reste encore aujourd'hui sans réponse, défiant des générations de scientifiques, d'étudieux sens et de philosophes. Quand Albert Einstein a dévoilé sa théorie de la relativité générale, il n'a pas uniquement présenté une nouvelle équation. Il a révisé la notion de gravité et, par conséquent, la structure fondamentale de l'univers. On a cessé de percevoir la gravité comme une force cachée et on l'a interprétée comme le produit de la courbure de l'espace-temps. Une idée audacieuse, mais qui définissait avec exactitude les déplacements planétaires, les trajectoires orbitales et même la nature de la lumière. Pour illustrer cette idée, imaginez une vaste toile élastique étirée. Lorsque l'on place une sphère lourde au centre, celle-ci s'enfonce et provoque une déformation de la surface. Si tu laisses tomber une petite bille à proximité, celle-ci sera déviée par cette courbure et orbitera autour de la sphère plus grande. La petite boule ne subit aucune attraction. Elle emprunte la trajectoire la plus directe sur une surface altérée. C'est cette comparaison qui facilite la compréhension de la proposition d'Einstein. La masse déforme l'espace-temps et les corps se déplacent en suivant cette déformation. Cette conception a eu des conséquences considérables pour la cosmologie. Pour la première fois, on a pu envisager que l'univers, le cadre dans lequel tout se déroule, pourrait posséder une forme, une courbure, une structure déterminée par sa matière et son énergie. L'étude de la géométrie cosmique, auparavant négligée ou mal saisie, est désormais un champ d'investigation en pleine activité. Einstein n'a pas seulement anticipé que l'espace-temps pouvait être déformé. Il a démontré que cette déformation dictait le mouvement des planètes, des étoiles et même de la lumière. Cela impliquait que le chemin de la lumière serait aussi modifié. Donc, plutôt que de suivre systématiquement une trajectoire rectiligne, les rayons lumineux pourraient en se courber en présence de grandes masses. Cette prédiction a reçu une confirmation expérimentale en 1919, lorsque des astronomes ont constaté l'écart de la lumière des étoiles lorsqu'elles traversent la proximité du Soleil durant une éclipse. Cela a ouvert la porte à une nouvelle perspective sur l'univers, plus qu'une simple curiosité. Les notions de lentilles gravitationnelles, de trous noirs, d'ondes gravitationnelles et d'autres phénomènes qui constituent actuellement le lexique de la physique contemporaine ont émergé avec la courbure de l'espace-temps. La structure de l'univers a abandonné son statut d'abstraction philosophique pour devenir une question quantifiable. Cette théorie a également permis aux chercheurs d'envisager des modèles d'univers ayant différentes courbures. Un univers fermé semblable à une sphère, un univers plat comparable à une feuille, ou encore un univers ouvert tel qu'une selle. Chaque option représente un comportement distinctif de l'univers. Il pourrait se dilater indéfiniment, ralentir jusqu'à cesser ou s'effondrer sur lui-même. L'architecture de l'univers n'est plus un simple détail, elle est désormais cruciale pour son avenir. Einstein a transformé de manière définitive notre approche de la compréhension du cosmos. En prouvant que la gravité découle de la géométrie de l'espace-temps, il a posé les fondements de toutes les études contemporaines sur la structure de l'univers. Même un siècle plus tard, nous poursuivons notre exploration des profondeurs de cette révolution scientifique, tentant de comprendre la véritable nature de l'endroit où nous vivons. Lorsque nous évoquons le terme « forme de l'univers », il est fréquent de penser que cela ne concerne que sa courbure. Qu'elle soit sphérique comme une boule, plate comme une feuille, ou incurvée comme un harnais. Mais ce n'est qu'un fragment de l'histoire. Il existe une autre caractéristique cruciale, fréquemment négligée, mais qui a un impact majeur, la topologie. Tandis que la courbure représente la façon dont l'espace se modifie à une échelle locale, la topologie s'intéresse à la manière dont cet espace se rattache à une dimension plus vaste. Pour saisir cette distinction, envisagez une orange. On peut évaluer la courbure de manière locale. En examinant de près, tu peux observer que la surface présente une courbure. La topologie indique déjà que cette surface est fermée et sans bord,
à l'image d'une sphère. À présent, substitue l'orange par un donut. Même s'ils sont tous deux des objets tridimensionnels et en maillage tridimensionnel, leur topologie diffère totalement. Un donut possède un orifice central, une propriété topologique qui ne se base pas sur la courbure locale, mais plutôt sur la façon dont l'espace est interconnecté. Dans le domaine de la cosmologie, cette différenciation est essentielle. L'univers peut présenter une courbure positive, négative ou inexistante, tout en ayant différentes topologies. Par exemple, un cosmos plat n'a pas la nécessité de s'étendre à l'infini. Il peut se plier sur lui-même pour créer un espace fini, mais sans limite, à l'image d'un plan qui se déroule sur lui-même. Cela ouvre la possibilité que l'univers soit à la fois plat et multiconnecté, ce qui défie les intuitions les plus élémentaires. Ces idées vont au-delà des simples abstractions mathématiques. Ils ont un impact direct sur le parcours de la lumière à travers l'univers. Dans un espace à topologie multiconnectée, la lumière d'une galaxie donnée peut emprunter diverses routes et nous parvenir sous différents angles. Ceci implique que nous pourrions observer des représentations de la même galaxie à divers points du ciel, simplement parce que la lumière a suivi différentes trajectoires dans un univers qui se replie sur lui-même. La topologie a aussi un impact sur la distribution des structures cosmiques à grande échelle. Des symétries et des répétitions observées dans la carte du ciel pourraient indiquer un univers présentant des liaisons hors du commun. En théorie, cette récurrence de motifs spatiaux pourrait être identifiée à l'aide d'instruments suffisamment sensibles, capables d'établir une cartographie de vastes portions de l'espace avec une précision au millimètre près. C'est à ce moment-là que les observations astronomiques se transforment en instruments topologiques. Un des obstacles majeurs est notre incapacité à quitter l'univers pour le contempler de l'extérieur. Tout notre savoir découle de nos propres expériences, semblable à un insecte qui cherche à comprendre la configuration de l'aquarium dans lequel il vit. Ainsi, les chercheurs ont recours à des modèles mathématiques pour simuler diverses topologies. Puis ils confrontent les résultats à des données issues de l'observation. C'est similaire à tenter de déterminer la configuration d'un terrain de football uniquement en se basant sur les parcours des ballons frappés dans diverses directions. La clé pour révéler la véritable structure de l'univers se trouve spécifiquement dans cet assemblage de courbures et de topologies. Négliger l'un de ces éléments, c'est comparable à tenter de comprendre une maison en se basant uniquement sur ses murs intérieurs, sans prendre en considération les portes et les liaisons entre les différentes pièces. En ce qui concerne l'univers, les portes peuvent se dissimuler dans des schémas de répétition délicats, qui dévoilent un cosmos bien plus bizarre que ce que nous envisageons. Sophie est une petite fourmi résidant sur une surface apparemment banale, un chemin homogène et ininterrompu qu'elle emprunte aisément pour ses déplacements quotidiens. Un jour, animée d'une curiosité intacte, elle choisit de suivre une ligne droite, sans l'ombre d'une déviation. Après une longue promenade, elle se retrouve précisément au lieu de départ. Mais la situation a évolué. Désormais, elle se trouve du côté opposé de la surface. Perdue dans la confusion, elle ressasse la journée et fait retour à son commencement, cette fois du point de vue authentique. Ce que Sophie ne réalise pas, c'est qu'elle habite sur une structure connue sous le nom de bande de Möbius. Cet objet est une structure intrigante. Il a seulement un côté et un seul bord. Malgré son apparente simplicité, sa topologie est tellement contre-intuitive qu'elle permet d'illustrer parfaitement les notions qui défient notre compréhension de l'espace. Pour Sophie, la surface paraît illimitée et sans interruption. Cependant, elle est en vérité confinée dans un univers fini et interconnecté, où toutes les voies finissent par converger. L'exemple de la fourmi permet d'illustrer comment l'univers peut fonctionner de façon comparable. Comme Sophie, nous avons uniquement un accès local à l'environnement qui nous entoure. Notre compréhension de l'univers repose sur les observations effectuées dans notre environnement cosmique et l'éclairage qui nous parvient depuis des milliards d'années-lumière. Cela ne veut pas dire que nous avons une compréhension complète de la structure intégrale de l'univers. Si l'univers présente une complexité topologique, à l'image de la bande de Möbius,
ou d'autres configurations plus sophistiquées comme un tor ou un dodécaèdre, il pourrait être susceptible de se recouper lui-même à des dimensions cosmiques. Cela signifierait que, en observant le ciel, nous percevrions diverses manifestations du même objet dans différentes directions. Chaque image ne représenterait qu'une version différente d'une même origine, observée sous divers aspects et à des périodes différentes. Cette pensée va à l'encontre de notre bon sens. En fin de compte, nous nous attendrions à ce que chaque zone du ciel abrite des éléments distincts. Toutefois, un univers interconnecté signifierait une sorte de salle des miroirs, cosmique, où la lumière se réutilise le long de sectoires bouclés. Quel en est le résultat? Un domaine qui paraît sans limite, mais qui en réalité est fini, cependant dépourvu de bords, de frontières ou d'une fin conventionnelle. Des structures telles que la bande de Möbius, le tor, ou même des géométries plus complexes font l'objet d'études rigoureuses en cosmologie contemporaine. Elles proposent des réponses possibles à la problématique de comment l'univers peut être fini sans entraver la course de la lumière ou des galaxies. Et même si ces structures peuvent sembler bizarres de prime abord, elles adhèrent strictement aux principes de la physique définis par la relativité générale. Si nous existons dans un espace possédant de telles caractéristiques, il se peut que nous ne puissions jamais le percevoir de manière directe. À l'instar de Sophie, nous pourrions vivre toute notre existence sans réaliser que nous avons déjà été ici auparavant, simplement de l'autre côté de la même réalité. Toutefois, des signes délicats peuvent être dispersés dans le ciel, en attente de notre décryptage. L'un des défis scientifiques les plus considérables de l'histoire consiste à comprendre la structure de l'univers depuis l'intérieur. C'est comparable à être un enquêteur coincé dans une chambre hermétique, tentant de tracer le contour de la maison en se basant uniquement sur les résonances des voix provenant de l'extérieur. Les cosmologistes, sans avoir la possibilité de sortir de l'univers pour l'observer de l'extérieur, doivent déceler des indices à partir de ce qu'ils ont à portée de main: lumière, radiation et déplacement des galaxies. Les équations de la relativité générale d'Einstein, appliquées spécifiquement au modèle cosmologique dénommé FLRW, Friedmann-Lemaitre-Robertson-Walker, constituent l'un des instruments les plus puissants dans ce processus. Ce modèle ne se résume pas à une simple équation, mais constitue une structure mathématique qui illustre les dynamiques de l'univers, son expansion et ses comportements en fonction de sa densité matérielle, énergétique et de sa courbure. Sur la base de ce modèle, 3 configurations géométriques majeures se dessinent pour l'univers. Une courbure positive, semblable à celle d'une sphère. Une courbure nulle, comparable à un plan, ou encore une courbure négative, ressemblant à une selle. Chaque mode a des conséquences directes sur le sort de l'univers et sur la façon dont la lumière s'y déplace. Toutefois, la question demeure. Comment, dans la pratique, déterminer quelle est la vraie géométrie? La réponse réside dans la lumière la plus ancienne que nous sommes capables de repérer: le fond cosmique de micro-ondes. C'est un rayonnement résiduel du Big Bang, produit près de 380 000 ans suite à la création de l'univers. Cette radiation a parcouru des milliards d'années avant d'arriver à nos appareils, et son modèle renferme des renseignements essentiels sur la composition spatiale de l'univers. En évaluant de manière précise les légers changements de température dans ce fond cosmique, les chercheurs sont en mesure de déduire la courbure de l'espace. C'est comparable à tenter de deviner la forme d'un tambour en se basant uniquement sur le son qu'il émet. Un espace à courbure positive génère des motifs de fluctuation particuliers. C'est également le cas pour les 2 autres formes de géométrie. Les informations sont contenues dans le spectre des oscillations, une donnée que les satellites WMAP et Planck ont réussi à enregistrer avec une précision remarquable. Ces expéditions cosmiques ont démontré que la courbure de l'univers, même si elle n'est pas précisément zéro, s'en approche de façon extrêmement près. L'erreur est si négligeable qu'il serait pratique de considérer que l'univers est quasiment parfaitement plat. Toutefois, cette observation n'exclut pas l'éventualité qu'il soit terminé. Au bout du compte, un espace plat peut toujours se replier sur lui-même, selon sa topologie. Ainsi, l'évaluation de l'infini
ne se réfère pas à une observation exhaustive de l'univers, mais plutôt à la capacité d'interpréter adéquatement les signaux qu'il nous transmet. L'obstacle ne se limite pas à l'aspect technique, il est également conceptuel. Les cosmologues poursuivent constamment des motifs délicats, à l'instar de détectives scrutant une scène de crime pour déceler les traces laissées par l'univers sur lui-même. Au centre de la cosmologie contemporaine se trouve un chiffre qui détermine tout, oméga, oméga. Bien que son appellation soit mystérieuse, il ne s'agit que d'une simple valeur mathématique, le rapport entre la densité actuelle de matière et d'énergie dans l'univers et la densité critique requise pour maintenir l'équilibre de son expansion. Cependant, ce simple chiffre détermine le sort de l'univers. Si oméga dépasse 1, cela indique qu'il y a une surabondance de masse dans l'univers. Dans ce contexte, la force de gravité finira par l'emporter sur l'expansion, entraînant une contraction générale. Selon certains scénarios, l'univers pourrait finir par un Big Crunch, une implosion cosmique où toute la matière se regrouperait en son point de départ. Ce serait l'antithèse du Big Bang, bouclant le cycle par une implosion cosmique. Par ailleurs, si oméga est moins d'1, la densité de matière n'est pas suffisante pour freiner l'expansion. L'univers continuera à s'étendre sans fin, avec une accélération croissante, jusqu'à ce que tout soit si distant que même la lumière ne puisse franchir les espaces vides. Ce scénario conduit à ce qu'on appelle le Big Freeze, un univers qui devient de plus en plus froid, sombre et désert. Il existe toutefois une troisième option, que oméga soit égal 1. Dans ce scénario, l'univers est précisément à la densité critique. L'expansion est ininterrompue, mais un effondrement n'est pas à prévoir. Elle finira par diminuer avec le temps, sans toutefois s'interrompre entièrement. Cet état d'équilibre est des plus surprenants, puisqu'il nécessite un réglage particulièrement minutieux des paramètres de départ de l'univers. Toute déviation mineure mènerait à l'une des deux autres options. Ce paramètre est si délicat que même de minimes fluctuations auraient entraîné des résultats fondamentalement divergents. Un univers dont la densité d'oméga serait légèrement supérieure à 1 se serait effondré durant ses premiers milliards d'années. Si l'expansion était légèrement plus intense, elle aurait déjà poussé les galaxies si loin qu'il resterait presque rien dans le ciel. Cela suscite des interrogations sur la façon dont l'univers a pu se rapprocher à ce point de cette valeur critique. Les données les plus actuelles montrent qu'oméga tourne autour de 1002, une valeur très proche de l'idéal. Ces informations, recueillies grâce à des missions telles que Planck, indiquent un univers presque plat. Toutefois, cette légère variation dans la marge d'erreur suffit à garder toutes les options sur la table. Ce qui paraissait être un problème mathématique se mue en l'un des plus grands mystères scientifiques. Oméga dépasse la simple définition numérique. Il sert d'instrument de mesure cosmique qui détermine le présent et le futur de l'univers. Les scientifiques ne se contentent pas de faire des calculs lorsqu'ils mesurent, ils s'efforcent de déchiffrer la trajectoire de tout ce qui existe. Alors que de nouveaux outils perfectionnent leurs mesures, nous persistons à scruter le ciel à la quête de signaux qui pourraient nous guider dans la compréhension du trajet sur lequel nous progressons. Dans les leçons de géométrie scolaire, on nous enseigne que la somme des angles internes d'un triangle sera toujours de 180 degrés. Cependant, cette règle n'est applicable que dans un espace plat tel qu'une page de papier. Le résultat varie dans d'autres géométries, et ce détail qui semble simple pourrait être essentiel pour saisir la véritable nature de l'univers. Si nous dessinons un triangle sur la surface d'une sphère, comme c'est le cas pour la Terre, la somme de ces angles dépassera 180 degrés. Par exemple, cela arrive dans un triangle délimé par deux méridiens qui se croisent au pôle nord et un tronçon de l'équateur. Chaque angle sur la ligne équatoriale sera de 90 degrés, tandis que le troisième, situé au pôle, aura une valeur positive. Le total excède les 180. C'est un témoignage que la courbure de l'espace modifie les principes de la géométrie. L'inverse est aussi vrai. Sur une surface ayant une courbure négative, telle qu'une selle, la somme des angles d'un triangle sera moins que 180 degrés. Il s'agit de la géométrie hyperbolique, où les droites parallèles divergent et les formes se comportent de façon contre-intuitive. Un univers possédant cette courbure se développerait sans fin,
devenant de plus en plus étendues et éparpillées. Ces fluctuations ne sont pas simplement des exercices mathématiques, elles engendrent des effets perceptibles. La trajectoire de la lumière, la création des galaxies et le comportement des ondes sonores cosmiques sont tous influencés par la structure de l'univers. Quand les cosmologistes ont étudié le fond cosmique micro-ondes, ils scrutent ces déformations géométriques fines et s'enfinent dans les schémas de température et de densité qui se sont créés juste après le Big Bang. À partir de ces données, on peut évaluer la courbure de l'univers. Si les variations se répartissent de façon régulière sur une surface plane, cela indique une géométrie euclidienne. Si des distorsions compatibles avec une courbure positive ou négative existent, d'autres modèles doivent être pris en compte. Étant donné que ces informations proviennent de diverses parties du ciel, il est envisageable d'examiner les concordances ou les irrégularités entre les différents segments de l'univers observable. Jusqu'à maintenant, les données révèlent une géométrie quasiment parfaitement plane. Cependant, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de topologie exotique. Un espace peut simultanément être plat, limité et doté de multiples connexions. Ce qui pourrait paraître paradoxal est en vérité une caractéristique bien établie en mathématiques. Donc, même avec une géométrie standard, l'univers a encore la capacité de nous surprendre sur le plan spatial. Ainsi, la géométrie dépasse largement le cadre d'un champ d'étude purement abstrait. Elle évolue pour devenir un instrument de diagnostic à l'échelle cosmique. En analysant les triangles et d'autres formes de l'univers, les chercheurs s'efforcent de comprendre la courbure et la structure qui soutiennent l'ensemble de ce qui existe. C'est une entreprise commune visant à déterminer si nous habitons un univers plat et sans fin, ou bien un cosmos qui se courbe et s'auto-referme. On peut dire qu'il y a une sorte d'image vintage de l'univers que nous avons toujours la possibilité d'observer aujourd'hui, même si elle date de près de 14 milliards d'années. Cette image représente le fond cosmique de micro-ondes, une répercussion du Big Bang qui persiste à se propager dans l'espace jusqu'à nos jours. Il s'agit de la lumière la plus ancienne que nous avons réussi à repérer, et grâce à celle-ci, nous disposons d'un aperçu exceptionnel pour examiner l'univers dans son état originel. Ce rayonnement cosmique est apparu alors que l'univers n'avait que 380 000 ans. Avant cette période, l'univers était une soupe dense et opaque de particules chargées. La lumière ne pouvait pas se déplacer sans entrave. Quand l'univers a atteint une température suffisamment basse, les électrons se sont combinés avec les protons pour former des atomes, permettant enfin à la lumière de se diffuser. Ce que nous consignons aujourd'hui comme le fond cosmique est la libération de ce rayonnement. Des satellites tels que le WMAP et le Planck ont réalisé une cartographie de cette radiation avec une précision remarquable. On a observé des fluctuations de température à l'échelle du millionième de degré, mettant en évidence des schémas discrets de densité qui, des milliards d'années plus tard, se matérialiseraient sous forme de galaxies, d'amas et de filaments cosmiques. Ces motifs, malgré leur discrétion, renferment des informations relatives à la géométrie, à la composition et à l'histoire de l'univers. Le fond cosmique ne se présente pas comme une image fixe. Elle symbolise une zone lumineuse qui nous entoure, la plus grande distance que la lumière a pu traverser depuis le commencement des temps. Lorsqu'on se tourne vers cette frontière, ce n'est pas un endroit que nous apercevons, mais un instant. C'est comparable à observer l'univers dans sa phase juvénile, sous tous les angles, simultanément. L'examen de ce rayonnement devient ainsi l'un des instruments les plus précieux de la cosmologie contemporaine. Outre l'indication de la densité moyenne de l'univers, le fond cosmique peut aussi signaler des irrégularités. En 2003, une équipe menée par l'astrophysicien français Jean-Pierre Luminet a détecté une absence de corrélation dans d'importantes zones du ciel, comme s'il existait une frontière secrète entravant certaines variations. Cela a suscité des réflexions sur d'éventuelles interprétations topologiques. Que se passerait-il si l'univers était plus petit que la sphère observable créée par le fond cosmique ? Si cette supposition s'avère juste, nous pourrions percevoir des redondances dans le ciel, des schémas qui se réitèrent parce que la lumière a traversé l'univers bouclé, revenant à son point de départ. Cela signifierait que certaines galaxies, observées sous des angles différents,
sont en vérité identiques, simplement perçus par divers trajets lumineux à des moments distincts. Cela constituerait une sorte de mirage cosmique produit par la structure même de l'espace. Le fond cosmique, donc, dépasse le simple statut d'un enregistrement ancien. C'est un reflet de l'univers lui-même, renfermant des traces codées de sa forme, de son étendue et de sa liaison interne. Analyser ces ondulations, c'est comme déchiffrer la marque gravitationnelle de l'univers à son état le plus primitif, une marque qui pourrait prochainement indiquer si nous existons dans un espace se contractant sur lui-même. Un article scientifique de 2003 a suscité l'intérêt en présentant une hypothèse audacieuse. L'univers pourrait avoir la forme d'un dodécagone, un solide à 12 faces pentagonales. L'astrophysicien français Jean-Pierre Luminet était à l'origine de cette proposition, suggérant que l'univers pourrait être contenu dans une structure topologique infiniment plus complexe que tous les modèles antérieurs. Et ce qui est le plus fascinant, il y avait des signes d'observation qui soutenaient cette idée. L'idée a émergé de l'étude du fond cosmique de micro-ondes. Luminet et son équipe ont constaté que, au-delà de certains angles, les variations de température dans cette radiation primordiale s'estompaient, ou étaient des moins en corrélation qu'escompté. C'était bizarre. Dans un cosmos infini et uniforme, les modèles de variation devraient se manifester à toutes les dimensions, y compris les plus imposantes. L'absence de ces corrélations laissait supposer une contrainte cachée. Pour comprendre ce phénomène, Luminet se tourne vers la topologie. Si l'univers est plus petit que l'horizon observable et qu'il possède une structure multiconnextionnée, alors la lumière ne pourrait pas maintenir des motifs d'oscillation à des dimensions supérieures à celles du cosmos lui-même. Par conséquent, les grandes ondes ne seraient tout simplement pas présentes. Une comparaison pertinente serait celle d'un instrument de musique. La dimension du tambour détermine les notes les plus basses qu'il peut émettre. Si l'univers est de dimension réduite, les importantes fluctuations ne peuvent pas y trouver leur place. Le modèle suggéré repose sur ce qu'on appelle le dodécaédrique espace de points carrés. Dans ce contexte, chaque face du dodécaèdre est reliée à la face en face par une rotation déterminée. On obtient un espace fini, clos et dépourvu de bords, où la lumière et la matière peuvent se déplacer sans fin, traversant de manière répétée le même point de l'univers, mais à des moments et sous des angles variés. Une telle structure donnerait la possibilité d'observer certaines galaxies, quasars ou autres entités cosmiques à plusieurs reprises dans le ciel, à divers emplacements. Cependant, la répétition ne serait ni instantanée ni manifeste. La lumière d'une même galaxie pourrait emprunter plusieurs itinéraires pour parvenir à la Terre, et selon le trajet choisi, elle arriverait à différents moments, exposant ainsi la même galaxie à diverses étapes de son développement. Malgré son caractère élaboré, le modèle dodécaédrique de Luminet demeure sujet à discussion au sein du milieu scientifique. Il présente une cohérence mathématique, correspond à certaines observations, mais manque toujours de preuves irréfutables. Identifier plusieurs images d'une même galaxie, par exemple, requiert des outils d'une exactitude supérieure et des évaluations à l'échelle vaste du ciel. L'hypothèse est fascinante non seulement pour son audace, mais aussi parce qu'elle s'appuie sur des données concrètes et propose des justifications vérifiables. L'idée du cosmos dodécaédrique remet en question notre perception humaine, tout en respectant strictement les principes de la relativité et de la géométrie. Si cette information est vérifiée, notre compréhension de la forme et des frontières de l'univers subirait une transformation radicale. Dans un espace topologiquement clos, la lumière d'un même objet peut parvenir à nous par divers itinéraires, comme si nous étions dans une immense salle de miroirs cosmiques. Cependant, ce reflet n'est pas instantané comme dans le cas des miroirs classiques. Cela se déroule avec le temps, chaque image dévoilant un moment distinct de la même origine. Cela suggère une possibilité à la fois déconcertante et surprenante. Il se pourrait que nous observions la même galaxie dans différentes parties du ciel, sans en être conscients. La raison de la répétition pourrait être méconnue pour plusieurs motifs. Des écarts de distance, l'âge observé de la galaxie, ou les déformations dues au milieu interstellaire.
Chaque variable dissimule la source commune du signal. La détection de cette répétition nécessite une cartographie très précise du ciel et la comparaison de zones éloignées, en recherchant des motifs identiques dans des structures complexes. Un défi technique colossal, mais théoriquement réalisable. Pour détecter des motifs susceptibles d'indiquer des répétitions, les astronomes doivent confronter divers éléments tels que les spectres lumineux, la distance, la forme galactique et même les déplacements relatifs. Des études précédentes ont essayé de déceler ces indices, mais sans succès jusqu'à maintenant. Des postulants et des propositions d'anomalies existent, mais aucune preuve tangible. Une portion du défi réside dans le fait que l'univers observable renferme des milliards de galaxies, et établir des correspondances entre elles revient à constituer un puzzle de milliers de pièces sans connaître l'image finale attendue. Un autre élément complexe est l'expansion de l'univers. La lumière des galaxies se dilate au fil du temps, modifiant ainsi leurs propriétés spectrales. Cela rend l'identification des copies encore plus complexe. Toutefois, les travaux de recherche se poursuivent, cette fois avec l'appui d'algorithmes d'intelligence artificielle capables de traiter d'importants volumes de données pour déceler des motifs qui seraient impossibles à identifier par observation visuelle. Si nous venons à découvrir des répétitions évidentes, des galaxies identiques se manifestant dans des zones opposées du ciel ayant les mêmes propriétés, cela constituerait un indicateur puissant que nous habitons un univers clos et multiconnecté. Ce qui était auparavant une hypothèse mathématique se transformerait en une preuve empirique. Le concept d'un univers répétitif passerait de la simple curiosité à un fait scientifique. Cette option change la donne. La perception de la distance, de l'unicité et de la direction perd son sens. Le firmament étoilé ne serait pas une toile sans fin de points isolés, mais un édifice complexe d'images qui se chevauchent, à l'image d'un miroir cosmique multidimensionnel. Dans ce contexte, l'espace ne se limite plus à être simplement un décor. Il se métamorphose en un dédale de parcours, d'échos et de retrouvailles. Au fil de l'histoire, le concept d'infini a toujours été un sujet de mystère, tant du point de vue mathématique que philosophique. Cependant, dans le cadre actuel de la cosmologie, une nouvelle question se pose. Que se passerait-il si l'infini que nous percevons n'était qu'une illusion, un effet produit par un espace fini qui se replie sur lui-même ? Cette interrogation entraîne une reconsidération radicale de la nature de l'univers. Un espace limité peut être perçu comme infini si sa topologie autorise des déplacements continus sans limite. À l'instar de la bande de Möbius ou du modèle de Luminet, un voyageur a la possibilité d'explorer l'univers sans fin et sans jamais rencontrer de limite. De l'intérieur, tout semble s'étendre indéfiniment. Cependant, du point de vue mathématique, l'espace est clos, un cycle infini. Cette différence entre le fini et l'infini est délicate, mais cruciale. Un univers fini n'est pas nécessairement requis d'avoir des limites. Il peut être restreint en termes de quantité et d'étendue, mais pas en accessibilité. Cela implique que l'idée généralement acceptée de fin de l'univers devient dénuée de sens. Il n'existe ni barrière, ni bastion, ni gouffre qui attendent au-delà des galaxies. Il n'y a que plus du même. L'espace identique, reconnecté. L'idée d'un univers sans fin peut découler directement de nos contraintes dimensionnelles. Nous habitons dans un espace tridimensionnel, et nos perceptions sont contraintes par cette structure. Cependant, les mathématiques démontrent que des formes plus complexes peuvent paraître infinies à ceux qui les rencontrent, même si ce n'est pas le cas. Cela concerne un grand nombre d'espaces employés en topologie et en physique théorique. Cette illusion d'infinité n'atténue pas le mystère de l'univers. Au contraire, cela le rend encore plus fascinant. Un univers fini et sans limite confère une structure élégante qui défie la logique. Il ne nécessite pas d'être plus petit, simplement plus astucieusement relié. Cela nous contraint à réévaluer ce que signifie vivre dans un univers qui n'a jamais de fin, non pas parce qu'il soit infini, mais en raison de sa fermeture totale. L'effort pour déterminer si l'univers est fini ou infini, clos ou ouvert, poursuit son progrès. Grâce à l'acquisition de nouveaux satellites, à des observations plus exactes et à des techniques d'analyse sophistiquées,
la science pourrait être proche de percer l'un des mystères majeurs de notre existence. Et lorsque la réponse viendra, elle ne sera pas uniquement un chiffre. Cela constituera une révélation concernant l'architecture même de la réalité. Ce que nous percevons comme l'infini pourrait n'être qu'un reflet, et l'image que nous percevons, à distance, pourrait simplement être un autre reflet de l'endroit où nous avons